Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Je vous mets le code promo Cyrus15 qui vous donne 15% sur tout le site, cumulable avec les promos en cours, et je vous donne plus d'informations en fin de vidéo. Cette vidéo est un épisode de Zinzin. Quand je dis un épisode de Zinzin, c'est pas que l'épisode est fou, même s'il est fou, c'est un épisode de mon podcast qui s'appelle Zinzin. Parce qu'en fait, vous le savez pas, mais j'ai un podcast qui s'appelle Zinzin depuis à peu près 1 an. Et j'en ai pas parlé sur YouTube. Voilà, je crois que j'avais envie que le podcast se fasse un petit peu tout seul. Et il s'est fait un peu tout seul. Je crois qu'il y a 1 demi-million d'écoutes en tout. Sur toutes les plateformes confondues, etc. Les gens kiffent, j'ai plein de retours trop cool. Il y a des gens même qui m'ont découvert via le podcast et même pas par ma chaîne YouTube que j'ai depuis genre 11 ans. Et je me suis dit que j'allais attendre de vous en parler, attendre qu'il y ait assez d'épisodes, etc. Comme ça, voilà, quand j'en parle, vous avez de quoi vous substanter. Il est dispo sur toutes les plateformes, donc je sais pas, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Je crois que sur Deezer, il y a pas la photo, je crois. Enfin bref. Normalement, il est dispo partout. Vous pouvez le commencer depuis le début, genre le premier épisode. Il n'y a pas d'ordre, de toute façon, dans les épisodes. Mais je prends mon pied de fou. Ça me fait kiffer de faire un truc hors YouTube où il n'y a pas de caméra. Alors là, pour le coup, il y a une caméra, mais parce qu'en fait, je trouvais ça cool d'en parler sur YouTube. Et donc, ça s'y prêtait de fou. Et c'était cool de faire ça avec les artisans de demain. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes filmés, voilà, mais il n'y en aura pas beaucoup, dans tous les cas. Et en fait, le concept, j'ai même pas pitché le concept, mais le concept, c'est que il y a un pote ou un ou une invitée, une personne que je connais pas, un ou une abonnée, enfin peu importe, qui vient et qui me raconte une histoire de zinzin. Une histoire, voilà, quelque chose qui lui est arrivé et qu'on trouve fou. Voilà. Dernière chose, si vous avez des histoires de zinzin à me partager, je vous mets aussi un mail en description de cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, place à l'épisode et j'espère que ça vous plaira. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zinzin. Épisode un petit peu particulier parce qu'il est filmé. Voilà, donc pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent d'habitude et qui savent même pas que j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez voir ça sur youtube.com/cyrusnorth. Pour les autres, on est sur YouTube. Et donc Zinzin, c'est un podcast où j'invite des potes, des abonnés, des célébrités, des collègues parfois, venir raconter une histoire de zinzin. Alors zinzin, ça peut être zinzin pour eux, zinzin pour moi, voilà, chacun a sa définition de zinzin. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Camille, des artisans de demain. Comment ça va ? Ça va bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Vraiment, je suis très très contente d'être là. Bah non, et merci à toi d'avoir accepté. Et en plus, je t'ai dit un peu au dernier moment que c'était filmé et tout, donc franchement trop cool. Bah, je suis contente. Non, je suis contente que ce soit en plus le premier épisode filmé et ça me dérange pas du tout. Parfait. Trop bien. Et alors, est-ce que tu veux vite fait raconter un petit peu ta chaîne, te présenter Alors généralement c'est vrai que les invités se présentent assez peu dans Zinzin parce que je trouve que ce qui compte au-delà de ce qu'ils sont, c'est vraiment leur histoire en fait. Mais je trouve que toi, il y a un truc déjà zinzin dans ce que tu fais au quotidien, tu vois. C'est vrai, moi j'ai pas tendance à le voir, mais je peux me présenter, surtout que d'habitude je suis quand même toujours dans ce projet avec Ilyes, avec qui j'ai créé cette chaîne YouTube et tout ce projet presque qui est un projet de vie maintenant. Donc on est en couple, ça fait 7 ans maintenant qu'on voyage autour du monde. On est en quête de toutes ces choses qui font que le monde en fait nous semble meilleur et ce qui nous inspire. Je pense que quand on a commencé à voyager avec Ilyes, on savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et en fait, on a réalisé que tout ce qu'on apprenait en voyage et tout ce qu'on voyait dans notre quotidien, c'était incroyable et ça nous redonnait beaucoup d'espoir dans l'humanité. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partager ce qu'on vivait. On s'est dit, si nous, ça nous inspire, si nous, ça nous aide, et bah pourquoi pas pour les autres. Mais donc vous êtes un couple qui voyage. Genre enfin vraiment, vous êtes tout le temps en voyage, quoi, tout le temps en vadrouille, un petit peu. Bah c'est ça. Au début, on est parti où on voulait juste voyager. On n'avait pas forcément de but. Le projet de filmer, de réaliser des documentaires, de partir à la rencontre de personnes, il s'est construit un peu au fur et à mesure du voyage. Et maintenant, c'est devenu notre activité à temps plein. Ouais. Donc, on voyage dans des endroits où on ne pensait pas forcément aller, des endroits souvent avec beaucoup de stéréotypes qu'on essaye de nous déconstruire sur place et de rencontrer des personnes inspirantes. Donc, on était beaucoup ces dernières années au Moyen-Orient. On a commencé ce voyage, on était en Afrique du Sud et on est remonté par la côte est africaine jusqu'en Égypte. Trop bien.
Et là, récemment, on était en Europe. Donc, des artisans de demain, il y en a un peu partout. Ok, et donc tout ça, c'est sur votre chaîne YouTube et vous postez des vidéos régulièrement sur ça, quoi, sur votre histoire, sur vos aventures. Ouais, c'est ça. On sort des documentaires qui, en général, vont toujours... Plus que nous, finalement, nous, on est un peu que les... On est un prétexte pour mettre en valeur les personnes qu'on rencontre. Parce que c'est ça, en réalité, qui nous intéresse. Nous, c'est de découvrir des cultures, découvrir des modes de vie, découvrir des personnes qui ont une histoire un peu extraordinaire et les mettre en lumière dans notre chaîne YouTube. Trop bien. Et là, vous avez sorti un livre qui est trop beau d'ailleurs. Je trouve la cover, elle est ouf. Merci beaucoup. Terre de lumière, sur la route du Cachemire. Et tu me disais que l'histoire que tu vas me raconter, elle est dedans, je crois, non ? L'histoire que je vais te raconter est dans le livre, ouais. C'est vrai que c'était dur quand tu m'as parlé de ce podcast de choisir une histoire parce qu'il y en avait plusieurs qui revenaient. Et en fait, quand on est dans le voyage aussi, c'est difficile pour nous ça fait tellement partie de notre quotidien que j'avais pas forcément envisagé ça comme des histoires de zinzin. Parce que nous, on le vit de l'intérieur. Bien sûr, ouais. Et puis, par exemple, l'histoire que je vais te raconter, pour moi, c'est une histoire de zinzin, mais il y a des gens, c'est leur quotidien, c'est leur réalité, c'est leur vie. Et pour eux, c'est juste quelque chose de très banal. Donc, ça nous a demandé un peu de recherche, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, en tout cas. Ouais, c'est marrant, ça arrive souvent, ça, quand je discute sur trouver des histoires de zinzin. Souvent, mes invités ont cette réaction et en fait me disent soit en off avant et tout, mais genre, je suis pas sûr que ce soit zinzin, etc. Alors que moi, je trouve ça. Alors, peut-être que je suis ébahi pour un rien, tu vois, mais moi, souvent, je trouve ça très zinzin. Ton histoire, elle se passe quand ? Oula, mon histoire, en date, elle se passe en 2022. Ouais. En 2022, juste avant l'été, je crois, à peu près en mai. Et c'est un moment où on était au Pakistan. Ok. Je sais pas si toi, le Pakistan, t'en as beaucoup entendu parler, mais moi, avant d'y aller, le Pakistan, je savais même pas le placer sur une carte. J'ai un peu honte de le dire, mais vraiment, je ne savais rien à part les clichés qu'on va avoir sur le Pakistan, sur les Pakistanais. Outre ça, et l'impression que c'était dangereux, mais je savais même pas vraiment pourquoi, je savais absolument rien de ce pays. Si je dis pas de bêtises, ça a une frontière avec l'Inde. Oui. Assez grande. Ouais. Mais même l'Inde a une enclave, non ? Dans le Pakistan, non ? Non, mais en fait, l'histoire de l'Inde et du Pakistan sont en réalité très proches parce que c'était un seul... En réalité, l'Inde et le Pakistan, c'est des très, très grands pays qui, à l'intérieur de ces pays-là, ont plein d'ethnies, plein de groupes, plein de populations différentes. Mais alors pourquoi je vois un bout d'Inde dans ma tête Est-ce que tu parles du Cachemire, peut-être ? Ah, peut-être. La région du Cachemire est disputée entre le Pakistan et l'Inde. Et en fait, l'Inde et le Pakistan, c'est au moment de la décolonisation qu'il y a eu cette partition qui ont fait que en fait, l'État s'est divisé en deux, plus ou moins globalement, un État qui est musulman et un État qui est hindou. Ok. Et donc, il y a une grande exode des Pakistanais hindous qui sont partis en Inde et une grande exode des Indiens musulmans qui sont partis au Pakistan. Ok. Mais en réalité, culturellement, il y a énormément de similitudes. C'est une histoire assez tragique d'un même peuple divisé à cause de la colonisation, quoi, le classique. Ouais, terrible. Ok. Et donc, l'histoire, elle se passe au Pakistan. L'histoire se passe au Pakistan, oui. Mais après, moi, j'aime... Parce que, comme je t'ai dit, c'est un grand pays et en fait, il y a tellement de peuples au Pakistan que, en fonction des régions, tu passes d'un monde à un autre totalement. Et là, vous étiez où ? Et donc là, en fait, on était au Pakistan depuis longtemps, parce qu'il y a eu le Covid, on a été bloqué là-bas, donc ça faisait peut-être 1 an qu'on était au Pakistan. Ah oui, d'accord. Et on réalisait un documentaire dans le sud du Pakistan, qui s'appelle la région du Sindh, sur les fakirs. On était à la recherche des fakirs du Pakistan. Alors, je donne un peu de contexte. Donc là, vous vivez dans votre van, c'est ça ou pas ? Donc on a un 4x4 aménagé, qui nous permet de rejoindre les zones les plus reculées du tournage en général. Et vous vivez dedans ? Alors, normalement, il est vraiment 100% autonome, donc on a tout notre matos, c'est surtout une station de recharge pour le matériel, tout ça. On a la cuisine, on a de quoi se doucher et on a une tente. Au Pakistan, cependant, en fait, il y a beaucoup de contraintes sécuritaires qui font qu'ils ne nous autorisent pas à camper n'importe où. On est très surveillés. Dans le Sindh, par exemple, on a été escortés par la police pendant presque tout le trajet. Il n'y a pas un réel danger, mais il y avait un danger avant, et c'est des procédures très lourdes qui sont restées pour les étrangers parce qu'ils n'ont vraiment pas envie qu'il arrive quelque chose à un étranger. Attends, c'est-à-dire que la police reste avec vous tout le temps ? Ouais. Bah, normalement. Mais attends, mais là, vous êtes restés 1 an. Genre, ils sont restés 1 an avec vous, genre. En fait, au Pakistan, t'as le droit, dans les grandes villes, t'as le droit d'être tout seul. Donc, il y a 3 très grandes villes au Pakistan. C'est Islamabad, la capitale, Lahore et Karachi.
Nous, on est restés, on avait une coloc à Lahore, donc là, on était tout seul, autonome. Mais par contre, dès qu'on veut quitter la ville, la police va proposer, mais proposer, c'est plutôt c'est proposer, mais bon, tu dois accepter, quoi, c'est pas vraiment un choix, de t'escorter. Et pendant le Sindh, on ne pouvait aller que dans des hôtels gouvernementaux où la police, il y avait toujours quelqu'un avec nous, quoi, du matin au soir. Incroyable, ok. Ouais, du coup... Et genre, c'est une présence oppressante ou ça va ? Ça dépend. En fait, c'est toujours particulier. Je pense que je me suis plus habituée avec le voyage d'être en présence d'hommes qui sont armés. Ouais. Je pense que ça, au début, moi, c'était vraiment perturbant. Après, tu t'y habitues et en vrai, les gars sont sympas. Hein. Les gars sont là pour discuter, ils sont contents de voir des étrangers. Tu te mets à manger avec eux, tu vis avec eux. Donc, les liens se créent comme avec n'importe quelle personne. Et vraiment, eux, ils sont là parce qu'ils suivent un protocole et des ordres de plus haut. J'ai jamais senti... ça, je pense, c'est important de le dire parce que du coup, on est tout le temps escortés. Je n'ai jamais senti d'insécurité au Pakistan. Je me sens bien plus en sécurité au Pakistan qu'en France, par exemple. Ok, c'est noté. Mais comme dans beaucoup de pays au Moyen-Orient. En Iran, je me sentais très, très, très en sécurité dans la rue. Je pouvais être une femme et marcher seule dans la rue à 4h du matin. Je me sentais pas en danger. Ok. Donc, on est dans le Sindh, dans cette région du Pakistan qui est quand même très, très chaude, qui est assez désertique. Ouais. On sort d'un tournage de... au moins 1 mois et demi dans le Sindh avec la police, avec des complications, on est bien fatigué et on se dit qu'il est temps d'aller chercher un peu de nature parce que comme je t'ai dit, au Pakistan, si on veut être tranquille et tout seul, c'est les grandes villes, c'est tentaculaire, c'est pollué, c'est très fatigant et il y a une zone dans laquelle normalement on n'a pas besoin d'être escorté, c'est le nord du pays qui est en fait les contreforts de l'Himalaya. C'est vraiment, ça s'appelle, je crois que c'est la chaîne de montagne du Karakoram, avec la chaîne de montagne de l'Hindu Kuch qui va en Afghanistan. Ouais. Et après commence l'Himalaya en Inde, au Tibet et au Népal. Ouais. C'est ça. Et donc on entend parler de cette zone dans les montagnes qui semble assez inaccessible. Et on entend parler surtout d'un peuple qui s'appelle les Wari, qui serait un peuple de bergers nomades, qui vivent sur ces hauts plateaux, qui vivent dans les montagnes, et qui, apparemment, serait connu pour vivre très vieux. Il y a des personnes qui vivent jusqu'à 120 ans, il y a des personnes... Ouais, vraiment, quelque chose où... En tout cas, il y a une longévité, il y a quelque chose qui fait qu'il se passe quelque chose de particulier dans cette vallée. Trop stylé. Et on a vraiment envie d'y aller, de découvrir l'Himalaya, parce que pour nous, c'est un rêve, c'est de voir ces montagnes immenses. Et on se décide de se mettre en quête. Mais pour se mettre en quête, la route est compliquée. Elle passe dans les montagnes, t'imagines bien, genre des grandes montagnes, des vallées. Et il y a une seule route pour y accéder qui s'appelle la Karakoram Highway, qui est aussi connue pour être la route la plus dangereuse du monde. Ouais, c'est comme ça. C'est ce que tu m'as dit juste avant le podcast. Tu m'as dit, je vais te raconter l'histoire de la route la plus dangereuse du monde, quoi. Ouais. Et j'avais googlé d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, pour aller checker et tout. Et parce que je m'étais dit, ok, c'est dangereuse. Dans ma tête, tu sais, genre, j'ai tellement fait de zinzin en Amérique du Sud, où genre ça parle de cartels, etc., que pour moi, c'était dangereuse parce qu'il y allait avoir, tu vois, des agressions, en fait. Il y a ça aussi. Ça fait il y a ça aussi ? Il n'y a pas que ça. Ok, parce que sur la page wiki, il me semble qu'ils en parlent même pas, je crois. Le Pakistan est devenu très, très sécurisé, mais il se passe encore des choses, il se passe encore quelques attentats de temps en temps. Mais d'abord, pour la route la plus dangereuse du monde, je reviens sur ce fait-là parce que pour moi, elle est dangereuse. Pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mais il y a des gens, c'est leur route de la semaine, quoi. C'est leur route du week-end pour rentrer chez eux. C'est très normal, donc Mais alors, du coup, pour les gens qui nous écoutent, c'est dangereuse au sens où, en fait, éboulement, montagne, c'est dans ce sens-là, en fait, non ? Cette route... je crois qu'ils l'ont construite ils l'ont finie parce qu'elle a mis plus de 20 ans de construction et c'est une route en fait de l'amitié franco-chinoise qui permet à la Chine de rejoindre la mer. Depuis sa frontière de la Chine, traverser tout le Pakistan et avoir accès au port. Donc pour la Chine, c'est une route très importante économiquement. Alors t'as dit franco-chinoise. Oh pardon. Ok. Ouais. Ah, c'est la route de l'amitié pakistano-chinoise. Ok. Ouais. J'étais en mode, qu'est-ce qu'on a fait là? Ok. Et donc, c'est la Chine et le Pakistan qui l'ont construit en collaboration. La construction a été très compliquée. Je crois que pendant la construction, il y a déjà eu beaucoup de décès des ouvriers. C'est depuis une route qui est du coup un gros axe économique, un enjeu un peu important.
Et ça arrive que sur cette route, il y a encore des terroristes qui se cachent dans les montagnes, qui descendent, qui assassinent, souvent ils assassinent des ouvriers chinois par exemple qui travaillent sur la route, ou alors des commerçants chinois qui passent par là. Il y a des risques d'enlèvement aussi. Et après, il y a tous ces risques d'éboulement, de route, c'est une route à flanc de falaise. C'est l'enfer. Ouais, il y a pas mal de trucs. Ouais. Ok, donc vous prenez cette route. Donc Vous avez de l'appréhension ou genre plutôt de l'excitation, genre mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, avec le voyage, on attend toujours de voir. Parce que souvent, moi, j'ai eu de l'appréhension. Par exemple, avant de rentrer en Iran, j'avais très, très peur. J'avais plein de clichés, j'avais plein de peur. Tout le monde me disait « Ouah, va pas là-bas ». Et en général, après, quand tu es sur place, tu te rends compte que la réalité est différente. Bien Donc sûr, maintenant, j'essaye de pas trop avoir ces projections, Ok. ces peurs, ces appréhensions. Après, moi, je suis très stressée de la route de base, donc Ok. ça aide pas. Mais après, je me t'as disais... bien choisi ton job, Ouais. quoi. Je me disais, c'est une autoroute. Il y avait le nom highway dedans. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bon, ça peut être un peu dangereux, mais c'est une autoroute. Donc ça va tracer, ça va aller vite. Ouais. Je me suis rendu compte très rapidement que autoroute, c'était vraiment le nom, mais que ça ressemblait pas du tout à une autoroute. Donc un peu de stress, mais en fait surtout de la fatigue, de l'épuisement, et un truc de, il faut qu'on retrouve la montagne, il faut qu'on retrouve la nature, il faut qu'on se pose quelque part. Ouais. Donc c'était l'objectif, quoi. Tout ce qu'il y avait entre nous et l'objectif, on allait le faire. Ok. Donc on part, on est à la capitale, et on part aussi avec Temour, qui est notre fixeur sur place au Pakistan depuis des mois, qui nous accompagne pour tous nos tournages, qui est devenu un ami maintenant. Ok. Qui- J'allais dire en 2 mots, vite fait pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un fixeur. Ouais. Un fixeur, ça va être quelqu'un qui va nous accompagner sur toute la partie organisation du tournage. C'est lui qui, par exemple, va faire nos traductions. C'est lui qui va nous mettre en contact avec les bonnes personnes, qui va nous aider pour l'itinéraire. Et là, au Pakistan, surtout, qui va faire toutes les démarches administratives pour nous, parce que les procédures administratives sont très laborieuses et sont sur papier et prennent du temps. Et par exemple, Temour, c'est aussi celui qui dealait avec la police. Parce que ça arrivait, par exemple, que la police arrive à 3h du matin à l'hôtel et veuille nous réveiller pour nous parler, on ne sait pas trop pourquoi, nous poser des questions. À chaque fois, c'était Temour qui faisait des nuits blanches, quoi. C'est lui qui allait discuter avec la police. Ouais. Okay. Donc, au fur et à mesure, c'est devenu un très bon ami parce qu'on a tout partagé. Et en fait, à ce moment-là, lui, il s'est dit, je vous accompagne dans le Nord, on fait des petites vacances, je pars avec vous. Ça nous rassurait aussi d'avoir un Pakistanais avec nous dans la voiture pour tous ces trucs, justement, de s'il se passe quelque chose sur la route, s'il y a une mauvaise rencontre, quoi que ce soit, au moins on a Temour. S'il y a des terroristes, tout simplement. Je sais pas ce qu'il aurait fait, mais bon. Ok, au moins il était là, quoi. Ouais, il était là. Donc cette route, elle est pour aller à la montagne. Cette route, elle est pour aller à la montagne. La montagne est haute, la route est sinueuse. Et donc, on s'embarque dans ce voyage sans vraiment savoir ce qui va se passer. On a à peu près une idée de combien de temps va nous prendre la route. Normalement, elle est censée nous prendre 3 jours maximum. Mais bon, on part sans vraiment savoir. En fait, tout peut se passer sur cette route. Des fois, il y a un éboulement qui fait que la route, elle est bloquée pendant 15 jours. Attends, la route, elle dure 3 jours ? Bah ouais, parce que ça passe dans les montagnes. Donc, et en fait, la route n'est pas en autoroute. La route est... très rapidement devient une piste avec des gros trous et plein de camions qui passent dessus. Donc en fait, c'est long, c'est très très long. Ah, j'avais pas réalisé que c'était aussi long. Ok, 3 jours, ok. Donc après, il y a des belles aires d'autoroute, quoi, j'imagine. Il y a des moments où tu te... Non, t'as pas d'aire d'autoroute. Mais alors comment ? Ouais, mais donc t'as des... Oui, t'as des vies... tu passes... En fait, il y a une vie autour de cette route. C'est que t'as des villages, t'as des fonds de vallées, donc t'as des arrêts à faire. Et par exemple, nous, la route, elle va nous prendre 3 jours. Il y a des Pakistanais, ils la tracent en une journée, ils la font. Donc c'est... Nous, on prend notre temps. Ah oui, ok. Ouais. Combien de voies, genre ? Une voie dans chaque sens. J'adore cette discussion très technique sur la route. Ouais. Une voie, mais en fait, c'est pas... Mais moi, j'ai besoin de voir dans ma tête, tu vois. Au début, donc quand on est parti d'Islamabad, c'était une très belle autoroute, 2 voies de chaque côté. Très rapidement, dès que tu arrives devant les premières montagnes, et moi, je pense que c'est ça qui m'a marqué en premier, pourtant, c'était les premières montagnes, donc c'était, je pense, les plus petites de la chaîne de l'Himalaya, et pourtant, c'était des murs. De chaque côté, ces murs de roches qui montent jusqu'au ciel, c'est hyper impressionnant. Ok. Et donc la route... Donc c'est un tunnel en fait, la route, souvent. Elle passe entre les vallées, où généralement elle est construite soit à flanc de montagne, au-dessus de la rivière. Et t'as la rivière qui va couler. Mais une grosse rivière, quoi. L'Indus, je sais pas si tu connais, mais c'est ce qui a donné son nom à l'Inde.
donc une rivière assez pas mal. conséquente. Ouais, j'imagine. Ok. Qui part du Tibet et qui va se jeter à Karachi. Ok. Et donc, on part sur cette route qui, en fait, est de pire en pire. Très rapidement, je comprends que du coup, c'est pas du tout une autoroute. Après, ça devient une voie qui sillonne entre les montagnes, qui monte très très haut. En fait, j'ai vraiment l'impression, en découvrant ces montagnes, de comprendre le mot grandeur, quoi. La grandeur des paysages, la grandeur de la nature, l'immensité de... c'est vraiment... cette route, on semble tout petit dessus. C'est vraiment... Et c'est la nature qui régit un peu cette route parce qu'elle a été construite en fonction des montagnes. S'il y a un éboulement, la route est coupée, plus personne passe. Donc, tu as vraiment l'impression de pénétrer dans un territoire presque où tu dois te faire tout petit. Je pose une question à une globe-trotteuse. T'es déjà allé en Écosse ? Oui. Est-ce que... Parce que moi, j'ai eu cette impression avec les Highlands. Tu vois, où genre, je voyais les étendues, tu sais, genre les plaines sauvages, avec l'île de Skye, avec les roches. Et j'ai eu cette impression de grandeur et tout. Est-ce que c'est comparable ou genre, c'est je pense que, bien plus ? À mon avis, c'est la sensibilité de chacun. Et évidemment, je pense que tu peux la retrouver. En tout cas, dans ce côté... La nature brute, la nature sans que l'homme y ait trop touché, ça c'est évident. Après, moi, j'ai retrouvé vraiment en pénétrant dans ces montagnes quelque chose presque de... C'est austère. Je trouve l'Écosse, il y a un truc où c'est quand même... c'est du vert, c'est hospitalier, il y a de la vie. Quand tu vois ces montagnes, quand tu vois vraiment des pans de murs qui se jettent dans la rivière, qui est une rivière torrentielle, où il n'y a pas d'arbres, tu sais, c'est que de la roche... j'avais vraiment l'impression de me dire il n'y a pas de vie ici, c'est pas ma place. Moi, c'est ce que je me suis dit sur cette route. Et puis en plus, j'ai commencé à avoir peur. Les voitures allaient très vite. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Tu t'es dit, t'es au Mordor en fait. Mais oui, voilà. Non, c'est exagéré. C'était beau. Un beau Mordor. Ouais. Le Mordor, ça peut être très beau. Ouais. Mais bon, ok. Ok, je vois. Donc la route avance et moi, je stresse de plus en plus parce que en fait, t'es sur une piste avec des camions qui arrivent très vite. Toi, tu es du côté de la rivière et moi, parce que je me faisais les pires scénarios. Après, ça arrive, il y a régulièrement des accidents. Il y a des camions qui vous dépassent ? Il y a des camions qui dépassent, il y a des camions qui passent en sens inverse, mais du coup qui prennent beaucoup de place vu qu'il y a des trous sur la route. Et nous, on se retrouvait souvent vraiment au bord du précipice de la rivière. C'est Ilyes qui conduit ? C'est Ilyes qui conduit, il est chaud. Ouais, il a été très très courageux ce jour-là. Et toi, du coup, comment tu réagis dans la voiture ? Genre, est-ce que tu lui communiques ton stress ? Est-ce qu'au contraire, tu dis, bon, j'essaie de pas le stresser encore plus ? Genre, comment ça se fait l'interaction à deux à ce moment-là ? Je pense que vu qu'il y a Temour qui est devant, moi je suis à l'arrière, donc moi je me cramponne un peu à l'arrière, je prends sur moi, parce que de toute façon j'ai peur, mais pour le coup j'ai vraiment 100% confiance en Ilyes et en sa conduite, qui prend son temps. C'est pour ça que je te disais, il y a des Pakistanais, ils vont très très vite sur cette route, ils la tracent. Non, nous on a pris notre temps, on s'est pas rushé, on n'a pas pris de... Mis à part les voitures qui sont en face, ça tu peux pas contrôler, mais sinon toi ta vitesse tu la contrôles. Et moi, j'ai déjà l'impression que ça fait des heures qu'on roule sur cette route, alors qu'on n'a fait que 1/10 du chemin du jour 1, quand il se met à pleuvoir. Oh là là. Tu la vois arriver, l'histoire. Et c'est des toutes petites gouttes. Donc moi, je me dis, c'est pas très grave. Et je vois sur le visage de Temour, qui pourtant est pas un gars stressé, que il est pas bien. Et là, il dit à Ilyes, franchement, faut que t'accélères, il pleut. Mais c'était, tu vois, un petit crachat, un truc... en Normandie, on a tout le temps ça, un petit truc. Et nous, on se dit, ok, bon, Temour, il est un peu stressé. Bah dis donc, Temour, relax, mon gars. Petit crachat. Et en fait, Temour avait raison, comme d'habitude. Bien sûr. C'est le principe de Temour, c'est qu'il a toujours raison, de toute façon. Je sais pas combien de kilomètres plus loin, parce que pareil, les distances semblent grandes. Je pense qu'en réalité, c'était 20 kilomètres plus loin. On arrive, on voit au loin, sur la piste, une file de voitures gigantesque. Et en fait, on comprend qu'il y a eu un éboulement. Ok. Et donc la route, elle est coupée ? La route est totalement coupée. Mais nous, on le voit même pas. On voit juste toutes les voitures qui sont à l'arrêt, tous les gens qui sont dehors, qui discutent, qui sont posés sur des cailloux. Vraiment... Mais donc ça, tu me l'as dit au tout début, là, enfin il y a quelques minutes, tu m'as dit, des fois il y a un éboulement, ça peut durer 15 jours. Ouais. Donc à ce moment-là, on sait pas... En fait, c'est difficile. Et là, tu peux pas faire demi-tour en plus. Enfin, si, tu peux. Tu pourrais. Mais en fait, le problème, nous, en tant qu'étrangers, c'est que si on fait demi-tour, on n'a pas le droit de rester. On a des points où on a le droit de rester.
Parce que je t'avais dit ce truc d'hôtels gouvernementaux. Ouais. Il n'y a pas d'hôtels gouvernementaux avant la capitale. Donc nous, si on fait demi-tour à ce moment-là, on retourne à la capitale et on est déjà là au milieu de l'après-midi. On a roulé depuis 5h du matin. Donc en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si on doit attendre, on ne sait pas si on doit faire demi-tour. On essaye de discuter un peu avec les gens. On va voir l'éboulement. On voit qu'en effet, il y a tout un... Ah, vous pouvez le voir. C'est-à-dire que... On va marcher. Donc tu marches 1 ou 2 kilomètres sur la route, tu montes les voitures et tu vois qu'en fait, il y a un bout de la montagne qui est tombé sur la route. et ce qui est fou, c'est que encore une fois, pour moi, ça, c'est un truc de zinzin. Pour les gens, c'est totalement normal. Ils sont là, ils prennent le thé, ils discutent, c'est des retrouvailles. Ils rencontrent un tel dans la file, ils lui disent « Ah, bah toi, qu'est-ce que tu fais là ? Viens, on va discuter. » C'est un délire. Ouais. Et donc là, il faut déplacer ce bout de montagne, quoi. Là, il faut. Donc, vraiment, la route est coupée comme... il y a un tas de cailloux sur la route, sur la piste. On nous dit qu'il y a un tractopelle qui va arriver de la ville d'après, mais la ville d'après qui est loin, qui est à 100 km plus loin. Donc apparemment, le tractopelle est déjà en route. Donc on décide d'attendre, quoi. Oh, le délire, ok. Ouais. Et à ce moment-là, parce que les Pakistanais, c'est vraiment des conducteurs hors pair. Ils sont trop forts. Ils font des trucs un peu dangereux, toujours un peu limite, mais vraiment, ils sont forts et ils tentent. Donc il y a un gars qui se dit, bah moi, je vais tenter. Ça me fait rire. Je vais tenter, je vais y aller. Donc il y avait un gars avec un 4x4 qui y va, mais à fond, et qui arrive à passer. Donc là, c'est incroyable, tout le monde applaudit, tout le monde est là, ouais, vas-y. Donc là, ça donne un peu de courage aux autres. Ils se chauffent tous un peu entre eux. Et là, ça me semble fou quand je le raconte, qui va tenter ça, qui se dit c'est un bon moment pour tenter. Parce qu'à ce moment-là, Ilyes revient à la voiture et dit vas-y, nous aussi on le tente, on y va. Et en fait, le temps qu'on revienne... Attends, mais il y avait plein de voitures devant vous. Oui. Donc comment tu fais pour arriver jusqu'à l'éboulement ? Ah bah les voitures, elles se poussent un peu sur le côté, tu fais de la place, ça passe. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Et en fait, le temps qu'on arrive, il y a un camion-citerne rempli d'essence. Quand je te dis le pire véhicule pour tenter ce genre de choses, c'est extrêmement dangereux. Mais non. Qui est bloqué on dirait une blague. Qui est bloqué au milieu du chemin. Donc littéralement, il y a l'éboulement. Ah, il a tenté ? Il a tenté, mais évidemment, il est pas passé. Et donc maintenant, en plus de l'éboulement, t'as ce camion-citerne rempli d'essence qui bloque le chemin. Et là, on se dit, purée, on n'est vraiment pas sortis. Ah, c'est un délire, ok. Ouais. Non, bah, il a tenté, quoi. Donc après, il se passe tout un moment où les gens vont essayer d'enlever le camion. Ça me dépasse. Ouais. C'est, bah, il avoue, je pense qu'il c'est vraiment... Il s'est dit, je vais le faire. Mais bon, ça l'a pas fait, évidemment. Et je sais pas il a pas pensé à son chargement. Enfin, pour moi, ça m'a semblé évident que c'était vraiment un peu dangereux, quoi. Ok. Et c'est là qu'il y a un truc assez incroyable qui se passe quand même, c'est que... il y a une preuve de la solidarité des Pakistanais qui s'applique vraiment au quotidien sur beaucoup de choses. Mais à ce moment-là où le camion est bloqué, il y a un appel d'un vieux monsieur qui commence lui-même à prendre la terre dans les mains, à sortir des bouts de bois, à sortir des pierres, qui appelle tout le monde. Et là, tous les Pakistanais viennent dans la boue, vraiment se salir, quoi, pour essayer de sortir ce camion. Tu dis la boue, parce que là, du coup, c'est plus du crachin, là ? C'est boue, pierre, c'est un mélange, tu vois, c'est un éboulement, donc c'est avec des pierres, avec de la terre mélangée, c'est vraiment de la terre qui s'est effondrée, quoi. Ouais, désolé, j'ai une... Oui, je vois, faut que ce soit précis, je vais essayer d'être précis. Non, mais je veux dire, j'ai une très faible connaissance des éboulements. Donc... C'est vrai, moi non plus, avant celui-là, j'en ai pas vu. Ok, ouais, donc effectivement, maintenant que tu le dis, c'est logique, il y a de la terre mélangée et tout. Ouais, okay. Ouais. Et donc, il y a tous ces hommes qui se mettent à essayer de sortir le camion, vraiment à jeter des pierres, à sortir des trucs, alors que le gars, il s'y est mis de sa propre volonté. En plus, il saoule tout le monde parce qu'il bloque la route littéralement. Et pourtant, tout le monde va venir l'aider. On va l'aider, ouais. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose au Pakistan que j'ai beaucoup vu et qui est assez incroyable. C'est cet élan en permanence, la solidarité et l'effet de groupe, quoi. Il y en a un qui y va, tout le monde y va. Même si le gars il est trop con de Même si le gars il abuse et que tout le monde le déteste au fond. Putain, c'est fou, ok. Donc je pense qu'on attend, je sais même pas, à ce moment-là, moi j'ai vraiment perdu notion du temps, mais on attend. Et quand la nuit tombe, la tractopelle arrive. Enfin, le tractopelle, la tractopelle. Je crois que c'est le tractopelle, non ? Ouais, le tractopelle. Mais pourtant il y a le mot pelle dedans. Ouais, mais je pense que c'est le mot tracteur. Ouais, c'est vrai, ça semble plus logique. Ouais. Je pense, je sais pas. Donc le tractopelle arrive et finit par réussir à frayer un petit chemin. Il n'arrive pas à sortir le camion citerne d'essence parce que lui, il est vraiment trop profondément mis dans l'éboulement. Mais il arrive à créer un petit chemin sur le côté où normalement, quelques voitures vont pouvoir passer. Les camions, non, mais déjà désemplir la route. Donc vous pouvez passer ?
Donc nous, on est, je crois, la 3e voiture à passer. Moi, à ce moment-là, je suis bien stressée parce qu'en fait, je me dis, bon, le tractopelle a enlevé un peu de terre, mais ça reste quelque chose qui est friable, quelque chose qui peut bouger. On est dans les premières voitures à passer. Et en fait, c'est vraiment... le camion, lui, il est contre la falaise. Et du coup, le passage qui reste, c'est un tout petit passage. Et après, qui tombe dans le vide avec un dénivelé dans la rivière. Mais je voudrais pas dire de bêtises et exagérer les chiffres, mais je pense que c'est quand même du 30 mètres qui descend à pic jusqu'à dans la rivière. Donc là, soit la route, elle passe, soit elle passe pas. Ça me fait plaisir que tu aies un peu peur. Parce que Yes et Témour, eux... Ah ouais ? Ouais, banal. Ça va, ça le fait. Ok, putain. Donc, non, moi j'avoue, ça m'aurait fait un peu stresser quand même. Ouais, bah voilà. Bah moi j'ai beaucoup stressé et finalement on est passé. On a continué la route. La nuit tombée et en fait c'est ce qu'on redoutait le plus, c'était faire cette route là avec tous les virages, avec le vide, le précipice de nuit. Et comme si ça suffisait pas, la voiture commence à ne plus trop tourner. Le volant commence à être de plus en plus dur. Et on se rend compte qu'il y a une fuite dans le liquide de direction assistée. Ce qui te permet littéralement, ce qui te permet de tourner sur une route de montagne. En général, tourner, c'est nécessaire. Ouais. Alors attends. 2 secondes. Les voitures qui arrivent de l'autre côté, elles, du coup, elles sont bloquées à cause de l'éboulement. Ouais. Donc, du coup, au moins, vous n'avez pas des gros camions qui arrivent en contresens. Bah si, ça continue à arriver. Après l'éboulement, après qu'il y ait les voitures, les camions continuent à arriver. Ah oui, quand tu l'as passé depuis longtemps, ça arrive... Je pense qu'il y avait 3 kilomètres de voitures qui attendaient. Et ça, c'était encore quelque chose parce que du coup, il fallait déplacer toutes les voitures. Ouais, c'est l'enfer. Donc là, il fait nuit. Il pleut encore un peu ou pas ? Non, la pluie s'est arrêtée, je crois. Ok, au moins c'est ça. Ouais. Donc il fait nuit et là, vous pouvez plus vous tournez de plus en plus difficilement, quoi. On entend des bruits de plus en plus bizarres au niveau du volant et Ilyes sent le volant devenir de plus en plus dur. Et à un moment, on se dit, est-ce qu'on va arriver au bout ? À ce moment-là, la police nous retrouve parce qu'il nous a... Bon, il y a des checkpoints sur la route. Parce qu'on est poursuivis, en fait. Non, pour nous escorter. Bien sûr. Pour notre sécurité, toujours. Ouais. Évidemment, le temps qu'ils se mettent en place, qu'on trouve l'escorte. Je veux pas être ingrate par rapport aux escortes parce que ça, je sais que, par exemple, pour les Pakistanais, se faire escorter, c'est parce qu'on est des personnes importantes, c'est parce qu'ils tiennent à nous. Donc c'est quelque chose de positif, c'est un service totalement gratuit qu'on n'a jamais payé. Ça coûte cher à l'État et tout, je pense. Voilà, c'est ça. Je mets pas en doute le fait que ce soit pas utile ou le fait que ce soit pas bien de le faire pour nous ou pas. C'est juste qu'après, dans la pratique de la route, avoir des checkpoints, changer d'escorte à chaque fois, changer de véhicule, ça nous fait perdre 45 minutes par checkpoint. Et des checkpoints, il y en a toutes les 10 minutes. Donc c'est juste que nous, ça nous rallonge la route et ça nous rallonge de la pénibilité. Attends, quoi ? Genre toutes les 10 minutes, vous perdez 45 minutes ? Bah, ça dépend. Ça dépend, des fois 30. Si l'autre est là, des fois ça arrive, tu pars direct, mais des fois tu peux attendre qu'il soit prêt parce qu'en fait la police, ils vont pas t'escorter toute la route, sinon ils ont toute la route retour à faire. Donc ils vont faire que 10 km et après ils vont passer à la patrouille d'après qui va faire 10 km, l'autre qui va faire 20. Ça. Attends, nous on est très habitués parce que ça fait longtemps qu'on est parce que ça tu l'as même pas précisé. Non, c'est vrai. Mais attends, mais donc une route qui est censée faire 3 jours, tu rajoutes ça fait 2 semaines. D'où le fait qu'un Pakistanais va beaucoup plus vite que nous à faire la route. Et nous, on doit remplir aussi notre numéro de passeport. C'est 3 jours en prenant en compte ce truc d'escorte. Okay. Oui, parce que maintenant, on D'accord, ok, donc je comprends mieux quand tu me disais un jour pour les Pakistanais. Moi, je pensais juste qu'ils traçaient de fou. Aussi, ils tracent. Nous, on est lent, plus on a les escortes. Ah non, mais là, c'est toutes les 10 minutes. Ouais. Ok, waouh. Donc, la police nous retrouve, on finit... Et en fait, il y a cette ville qui s'appelle Chilas, qui est la ville qui coupe un peu la route au milieu. Nous, on n'était pas censé s'y arrêter, on était censé pouvoir continuer, mais là, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Ouais. Et c'est une ville qui est, où il s'est déjà passé plusieurs choses. C'est une ville un peu agitée, où il y a aussi des conflits dans cette région entre... donc, c'est une région qui est majoritairement chiite. Et il y a des terroristes qui vont attaquer les chiites. D'accord. Donc, il y a des histoires comme ça où ils vont monter dans des bus, tuer des chiites en fonction de ton nom de famille. Donc, c'est une ville où il se passe des choses qui ne nous concernent pas forcément, mais il y a voilà, c'est un terroriste reste un terroriste. Vous avez le droit d'y rester ? On a le droit d'y rester dans un hôtel gouvernemental avec, et ça j'y venais parce qu'on finit par arriver à cette ville avec vraiment un volant où à la fin on ne peut plus du tout tourner. On arrive dans l'hôtel et on a le droit d'y rester. On arrive en ligne droite. Poussez-vous.
Et on a le droit d'y rester, mais avec un policier devant la porte de la chambre d'hôtel, assis sur une chaise en plastique, un AK-47 dans la main, qui nous gardera toute la nuit. On a une babysitter devant la porte. Waouh, ok. Étonnamment, j'ai plutôt bien dormi. Je pense vraiment que la fatigue a fait on a bien dormi. Et le lendemain matin, on trouve quelqu'un. Parce qu'en fait, on n'a vraiment pas le droit de... C'est pour ça que d'avoir Temur, c'était pratique. Nous, on n'avait pas le droit de quitter l'hôtel dans cette ville. On avait le droit de rester que dans l'enceinte de l'hôtel. Donc Temur va chercher un garagiste. Le garagiste revient. Il nous dit qu'on n'a qu'à remettre du liquide, parce que le truc fuit, mais on n'a qu'à remettre du liquide jusqu'à la destination, quoi. Ouais. Donc on reprend la route. Et moi, à ce moment-là, c'est une solution. Ouais, c'est une solution qui marche. C'est une solution. Quand il n'y a pas d'autre garage... Mais moi, à ce moment-là, j'avoue que je suis plus du tout bien. Avec la route, avec le truc de l'éboulement. En fait, j'avais vraiment... J'ai déjà peur de base. Et là, c'était trop, quoi. Ça t'a mis un coup, c'était quoi. la goutte d'eau. Ouais. Et je me suis dit, je pensais qu'il y a une chose, c'était, je vais devoir faire le retour de cette route, en fait. Ouais. J'étais même pas arrivée que je me suis dit... non, ça va pas être possible. Et après, je me suis dit, objectivement, je peux pas rester à Chilas toute ma vie. Il va bien falloir que je parte. Les policiers vont plus en pouvoir. 40 ans, écrit à sa famille. C'est ça. Salut, écoutez, Chilas, ça se passe toujours très bien. Bloqué. Donc, j'ai pris sur moi. Et on est reparti. On est reparti et on a fait... finalement, la route, après, était en meilleur état. Plutôt correct. Chilas, tu m'as dit, c'est mi-chemin à peu près. Hein. Ouais, c'est le premier jour. Je t'ai dit 3 jours, donc il va y avoir 3 étapes. Chilas, c'était le premier jour. Ok. On n'avait pas du tout fait le mi-chemin, non. C'était plus un quart. Ah oui, d'accord. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Ok. Ouais. Et en fait, même pour moi, c'est difficile de te décrire parce que les montagnes sont tellement grandes que, par exemple, j'avais beaucoup regardé sur Google Maps avant. C'était impossible de comprendre les routes, de comprendre les villages, de comprendre les vallées parce que tu sais, t'as l'impression que c'est un labyrinthe. Et du coup, c'est c'est très, très sinueux. Ouais, donc du coup, c'est hyper dur de visualiser la distance et d'estimer la durée à l'œil comme tu pourrais le faire sur une autre route normale. Ouais, c'est ça. Ok. Quand on continue cette route, on rentre de plus en plus dans les montagnes. Donc, on commence à voir des neiges éternelles, des pics. On voit le... Oh, j'ai plus son nom. Je crois que c'est le Rakaposhi, qui est un des plus hauts sommets au monde, qui est à 7000 mètres. Enfin, je ne veux vraiment pas dire de bêtises, mais il faudrait que je vérifie toutes ces informations. Mais il y a des très hauts sommets, puisqu'il y a aussi le K2 au Pakistan, qui est la deuxième, après l'Everest, c'est la plus haute montagne du monde. Ok. Je ne sais pas si on voit le K2 d'ailleurs, je ne crois pas. Mais en tout cas, on commence à voir ces premières montagnes qui sont... pareil, j'ai pas les mots pour les décrire. Tu prends des claques, quoi. Ouais. Après, quand on sera au village plus tard, quand notre voisin, il fera toujours des blagues parce qu'il nous demande « C'est quoi votre plus haute montagne en France ?» Donc on dit « Ouais, le Mont Blanc. » Il dit « Ah ouais, le Mont Blanc, combien de mètres d'altitude ?» Donc nous, on dit « Bah quand même, je sais pas combien c'est, mais je crois que c'est 4000, un peu plus de 4000. Ouais. » Il dit « Ah ouais, 4000, regarde, c'est cette petite montagne-là. » Et c'est toujours la plus petite. Il y a toujours plus haut, il y a toujours plus grand. Pour eux, 4000, c'est une petite montagne, en fait. Donc toutes tes perspectives, tout est remis en question, en fait. C'est comme si vraiment... j'ai l'impression que c'est une claque de la nature. C'est vraiment le monde brut, le monde très, très brut. Ouais. Putain, ça a l'air impressionnant. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique à voir, je dis ça maintenant. Mais au moment où j'étais là-bas, entre le danger de la route, en fait, j'avais juste l'impression qu'on était dans une région très, très dangereuse. Ouais. Parce que ces montagnes, pareil, les alpinistes, ils les montent, il y en a beaucoup qui meurent. Les effondrements, tu peux être sous un effondrement aussi. Nous, on a eu de la chance là, d'être en amont, mais j'avais l'impression que c'était une zone vraiment où il fallait survivre presque. Ouais, où la vie n'était pas innée. Ouais. La vie n'était pas normale, comme un désert, par exemple, ou quelque chose où on n'est pas censé être là, quoi. C'est ce sentiment que j'avais, et plus particulièrement, je pense, avec la route. Moi, j'étais persuadée que j'étais vraiment, vraiment pas censée être là. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, je trouve que le bon mot, c'est hostile, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un environnement fait pour l'homme, quoi, à la base. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est dur et c'est des lois. C'est un peu, pour moi, c'est la loi de la montagne. La montagne, soit tu t'adaptes, soit de toute façon, tu survis pas. Donc là, pour l'instant, vous vous adaptez. Pour l'instant, on s'adapte, plus ou moins, avec brio, mais on s'adapte. On arrive donc dans la grande ville de la région. La région, c'est le Gilgit-Baltistan. Et Gilgit, c'est la plus grande ville où on répare la voiture, on passe quelques jours là-bas. Et après, on décide de s'enfoncer dans la vallée qui est enfin cette fameuse vallée de Hunza, la vallée où se trouve le peuple Wari. Donc là, vous avez fini la route ? Non, pas tout à fait. Ah, vous êtes sorti de la route et la route continue ? En fait, à Gilgit,
la Karakura Highway continue Ouais. dans la vallée de Hunza, mais il y a aussi plusieurs vallées qui s'ouvrent. C'est un peu un carrefour de vallées D'accord. et un carrefour de rivières. Ok. C'est plutôt grand entre les montagnes. Il y a plutôt c'est une vallée vaste, D'accord. si je peux dire. Ouais. Et nous, on décide de continuer sur la Karakoram Highway, donc prendre la direction de la Chine. On n'est plus très loin d'ailleurs, parce que je crois que 200 km plus loin, c'est la Chine, et de s'enfoncer donc dans cette dernière vallée. Ok. On prend la route, on monte jusqu'à, je pense qu'on était à peut-être 50 km de la frontière chinoise. Et on arrive dans la vallée de Hunza qui en fait là c'est comme s'ils avaient un peu pas dompté la nature, parce que je pense qu'ils vivent avec, mais dans les creux de vallée en fait, dans ces rochers qui sont où il y a rien qui pousse, où il y a de la neige, où ils avaient créé dans la vallée en fait des petits oasis de verdure. Avec la rivière, tu arrives dans presque des jardins, c'est des villages jardins en fait, où il y a énormément d'arbres fruitiers, il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup de cultures. Autour, tu as la montagne, tu as les roches, tu as la neige, mais dans la vallée, tu as ces petits poumons de verdure. Et en fait, là, tu te dis, ah bah ouais, ici, il y a de la vie. Ils ont réussi à créer quelque chose en canalisant les cours d'eau, en canalisant les sources, l'eau du glacier, pour créer quelque chose. Incroyable, trop stylé. Ouais. On arrive là et on décide de s'installer un peu par hasard, franchement. Il y a plusieurs villages dans la vallée. On décide de prendre le village de Gulmit. Par hasard, on s'installe dans d'une auberge qui est sur un lac d'altitude et on commence à demander autour, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour nous louer une maison ? Parce que nous, on a envie de rester là un bout de temps. Moi déjà, je n'envisage pas du tout de repartir, donc dans tous les cas, on reste là. Et en plus, on a envie d'être posé. On a envie donc on n'a plus d'escorte avec nous. La vallée de Hunza, il se passe jamais rien dans la vallée de Hunza, il s'est jamais rien passé. Donc il n'y a pas besoin d'escorte, on est seul avec la nature, et on se dit que ça peut quand même être un bon endroit pour rester un petit peu et pour découvrir ce fameux peuple Wari, ces gens qui vivent très très vieux, qui ont un secret de la longévité, on a envie d'en savoir plus. Incroyable. Le gérant de l'auberge nous parle de son... Ça va très vite, hein. Je pense le lendemain, le gérant de l'auberge nous parle de son beau-frère, je crois, qui vient de finir une maison dans le village, qui est toute neuve. On part la visiter et la maison est vraiment... parfaite, c'est une petite maison, elle vient d'être finie, elle n'a pas de meubles, elle a une petite cuisine au feu de bois, parce que là-bas tout le monde cuisine de toute façon au feu de bois. Il y a l'eau de source qui coule dans le jardin, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de meubles, mais bon, on a trouvé deux matelas au final et ça a très bien fait l'affaire. Donc on veut y emménager. Le Serdar, qui est le propriétaire, qui est devenu après un très bon ami, accepte, est super content même qu'on propose de louer la maison. Le seul point qui reste encore, comme toujours au Pakistan, c'est l'administratif, et c'est le fait qu'aucun étranger ne soit jamais resté dans le village de Gulmit, et donc ça n'a jamais été fait et qu'il faut l'autorisation de la police. Donc le retour de la police, et on va demander l'autorisation, et finalement, je crois, 3-4 jours plus tard, on a l'autorisation de s'installer dans cette maison. Mais alors attends, vu que personne ne l'a jamais fait, est-ce qu'ils vous prennent pour des fous, genre ? Ils se disent, mais genre, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils vont s'installer vraiment ? Ils prennent une maison ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Alors, il y a toujours eu... La vallée de Hunza a toujours été habituée au tourisme, aux touristes étrangers, parce que c'est un lieu de départ pour l'alpinisme, très important. Donc les alpinistes, ils connaissent très bien, je pense qu'ils connaissent très bien la vallée de Hunza, c'est connu. Il y a plein de montagnes très très connues, accessibles depuis là. Donc ils connaissent, ils ont déjà vu, c'est vraiment un type de tourisme particulier, parce que c'est toujours des gens de la montagne, mais ils ont déjà vu des étrangers, sauf que ces étrangers, ils restent jamais, ils n'ont jamais le projet de rester 2 mois, 3 mois sur place. Donc ils sont surpris, mais ils sont tous super contents, franchement. Ok, trop bien. On emménage dans cette maison et en fait c'est ça, on sent tout de suite que le village de Gulmit, c'est un village, mais c'est quand même 2000 habitants à peu près. Et on sent tout de suite qu'on est très très bien accueillis. Le mot s'est répandu très vite, c'est-à-dire qu'au début on allait à l'épicerie, les personnes faisaient semblant de ne pas nous connaître pour pas nous gêner, je pense, mais très rapidement ils se cramaient dans leurs questions et on comprenait qu'ils savaient exactement où on habitait, qui on était, ce qu'on faisait là, mais par politesse ils posaient des questions quoi. Et Bonjour, vous allez bien, ça va, la route elle est pas trop... Oui, c'est ça. La boîte aux lettres, ça va, elle est réparée, pardon, excusez-moi. Ils nous disaient, désolé, je parle pas bien français, on n'avait pas encore dit qu'on était français. C'était très mignon, c'était très très mignon. Et dès qu'on avait besoin de quelque chose, pareil, l'épicier, on lui disait, est-ce que t'as pas de la menthe ? Il disait, non, désolé. Mais attendez, j'en ai dans mon jardin. On allait dans son jardin, on allait prendre de la menthe.
On avait un très très bon accueil. On a rencontré nos voisins aussi très rapidement qui sont devenus comme de la famille. On passait tout notre temps chez eux. Ouais. Ils nous rapportaient à manger en permanence. Toutes les tantes, moi, passaient toujours, m'apportaient des fruits. Témour était toujours là. Ah oui, Témour était toujours là. C'est la coloc avec Témour. Parce que sans Témour, c'est compliqué tout ça, genre sans la langue, non ? Alors, il y a quelque chose aussi, c'est vrai, il y a trop de choses à raconter, mais en fait, dans cette région, dans la vallée de Hunza, ils sont Ismaélis, qui est une branche du... Je sais pas, c'est peut-être trop complexe. Enfin, non, vas-y. Ils sont Ismaélis, qui est une branche du chiisme. Ouais. Et en fait, dans les Ismaélis, ils sont pas beaucoup, et ils sont très aidés par... je sais pas si tu connais l'Aga Khan. L'Aga Khan, je pense, ça se dit. C'est le leader spirituel des Ismaélis. Ouais. Et il fait beaucoup d'aide humanitaire, d'action. Il y a donc, en fait, la vallée de Hunza... Donc c'est quelqu'un, l'Aga Khan ou l'Aga qui Khan vit en France d'ailleurs. Okay. Qui vivait en France, je crois qu'il vit au Portugal maintenant, qui est le leader spirituel des Ismaélis. Et donc en fait, c'est par exemple, moi j'ai trouvé qu'entre le Sindh, le sud du Pakistan, et la vallée de Hunza, ils avaient beaucoup plus d'infrastructures médicales, ils avaient beaucoup plus un accès à l'éducation qui était important. Okay. Et les Ismaélis, je pense qu'ils ont plus d'opportunités. Et donc là, tu vas me dire qu'ils parlent anglais. Il y en a beaucoup qui parlent anglais. Pas tous, mais les jeunes, les jeunes, il y en a beaucoup qui parlent anglais. Ok, donc, c'est ouf. Ouais. Mais il n'y a que nous en France où on est vraiment très mauvais avec l'anglais. Hein. Au Pakistan, il y a aussi ça, il y a le fait que le Pakistan, c'est une ancienne colonie anglaise, britannique. Oui, c'est vrai. Et du coup, les Pakistanais parlent tous très bien anglais parce qu'ils l'ont appris pour la majorité à l'école. Bien sûr, ouais. C'est très impressionnant et ils parlent tous très très bien, bien mieux que moi. Ok. Donc en fait, il y a Témour, mais Témour repart au bout de 2 semaines, je crois. Mais finalement, on arrive toujours à se comprendre. Il y a toujours un jeune qui parle anglais. C'est une question logistique de merde. Ben non, mais j'en ai 2 en fait. Il y en a une qui était en attente et il y en a une qui vient de popper. Si. Celle qui vient de popper ou celle en attente ? Celle en attente, sinon tu vas l'oublier, je pense. Ok. C'est combien le loyer ? Le loyer, je ne veux pas dire de bêtises, c'était il y a longtemps, mais je pense que c'était 150 € par mois. Ok, pour une maison. Ouais. Peut-être c'était un prix pour nous aussi d'étrangers, ce que j'accepterais tout à fait. Il aurait raison de le faire, quoi. Ok. Ouais. Tu veux dire plus cher ? Oui. Okay. Je pense pas que je sais pas. Je croyais que tu disais l'inverse. J'accepterais tout à fait de payer moins cher, évidemment. Enfin bon. Non, ça me semble logique en fait qu'en tant qu'étranger avec un niveau de vie bien plus important, si la personne veut se faire un peu de bénéfice, ça fait plaisir. Et Témour, il est reparti avec quelle voiture ? Témour est reparti en bus. Et moi, j'avais très très peur pour Témour parce que les bus, c'est les véhicules qui conduisent les plus vite de tous. Mais bon, Témour est arrivé en un morceau et il n'est pas du tout stressé de la route. Donc, Est-ce que c'est des... Parce que tu vois, genre, moi j'ai l'image du Népal. Ouais. T'es déjà allé au Népal ? Ouais. J'y suis allé 2 fois, une fois pendant 3 semaines et une fois pendant 15 jours, je crois. Et les bus là-bas, enfin, t'as les bus de touristes. Ouais. Mais t'as les bus pour Népalais, entre guillemets, que les Népalais prennent et qu'en gros, dans tous les guides, on te dit ne prenez pas ces bus. Ou vraiment, des fois, t'as pas de siège même, tu vois, genre, tu t'as pas forcément de place assise, tu vois. C'était quel genre de bus ? Désolé, pareil, question très précise. Faut que j'aille dans ma mémoire. Je crois que c'était un minibus. C'était comme un gros van. Mais à mon avis, il y a tout type de bus. Les bus népalais dont je te parle, c'est ça. Mais lui, il était assis. Hein. Il y avait de la place pour tout le monde assis. Ouais. Mais je les vois tracés comme ça. Et tu sais, des fois, la porte de derrière, elle est ouverte. Donc tu vois tout le monde à l'intérieur. Ouais. Enfin, tu sais, c'est là, genre, waouh, les gars, vous êtes fous. Vraiment, ok. D'accord, donc là, vous êtes installés tranquillou. Et donc, vous n'avez pas encore rencontré les Wari ? Alors, si, parce que les Wari, c'est eux les Wari. C'est les personnes qui sont tout autour de nous. Okay. En fait, les Wari ont été pendant très longtemps des bergers nomades qui donc se baladaient en fonction des saisons. Quand c'était l'été, ils allaient plus monter en altitude pour que leurs animaux... Ils ont beaucoup d'animaux. Ils ont des yaks, ils ont des vaches, ils ont des chèvres. Et leur principe, ça va être de faire tout en fonction de leurs animaux. Donc, quand c'est l'été, ils montent en altitude pour avoir de l'herbe. Quand c'est l'hiver, ils vont descendre plus dans les vallées. Mais là, ils ont l'air de pas être nomades, là, puisqu'ils ont des maisons. Voilà. Je sais même pas s'il reste vraiment des nomades. La majorité se sont sédentarisés. Ouais. C'est un peuple qui vient originellement du Wakhan Corridor, qui est en Afghanistan. Parce que pareil, on n'est pas très très loin de la frontière avec l'Afghanistan. Et ils sont aussi au Tadjikistan, il me semble. Et une petite partie en Chine.
En fait, c'est encore une fois, pour moi, on voit l'absurdité des frontières parce que c'est une population qui a toujours vécu dans les montagnes et tu peux pas juste diviser les montagnes comme ça en quartiers. Donc, c'est un peuple qui est vraiment... nous, il y en avait qui avaient de la famille en Chine, par exemple. Ça arrivait. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais la majorité se sont sédentarisés dans ces petits villages, ces petits oasis qu'ils ont créés parce que ça reste plus simple d'avoir aussi un complément avec l'agriculture pour survivre. Nous, là, on y était en été. Donc, moi, je me plaignais au début en disant qu'il faisait froid. En hiver, ils ont du moins 30. Et ils ont très froid. Et ils ont le poêle pour se réchauffer. Ils n'ont pas le double vitrage, ils n'ont pas le chauffage central. Ouais. Donc la vie dans les montagnes est difficile. Moi, j'avais l'impression que c'était difficile en été. En hiver, c'est vraiment très, 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 très difficile. Ah ouais, c'est rude. Ouais. Est-ce que tu as capté le secret de la longévité ? Je pense qu'il n'y a pas un secret de la longévité. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. On a réalisé un documentaire dessus, donc on a vraiment essayé de s'y pencher, de rencontrer des personnes. On a passé beaucoup de temps avec eux. Ce qui m'a marqué, je pense que le facteur qui semble le plus évident et dont on parle maintenant un peu dans nos sociétés, c'est la nourriture, ce que tu manges. Eux, ils mangent beaucoup de fruits, beaucoup d'abricots, d'abricots séchés. Parce qu'ils font sécher leurs fruits, donc abricots séchés. Ils ont des cerises, ils ont vraiment tous les arbres fruitiers. C'était incroyable. On pouvait prendre les cerises de n'importe quel jardin. Tout le monde nous disait toujours oui. On passait de jardin en jardin. Ils ont une nourriture qui est basée aussi sur les produits laitiers fermentés. Ouais. Ils ont donc pas fromage beaucoup... et tout, tu veux dire ? Ouais, le fromage, le lait de chèvre. Ils vont faire du fromage, ils vont faire du ghee. Tu vois ce que c'est le ghee ? Non. C'est du beurre, mais plus fermenté, je pense. Ok. Et ils vont pas avoir beaucoup accès à la viande. Donc ils vont avoir un régime qui est quand même majoritairement végétarien. Et avec beaucoup d'aliments antioxydants, en fait. Donc ça, je pense que c'est un facteur. Et oui, ils nous disaient aussi pendant longtemps, par exemple, dans la vallée, ils n'ont jamais eu de sucre, évidemment. Parce qu'en fait, le fait que cette vallée soit si excentrée, on fait qu'ils ont vraiment préservé des traditions intactes parce qu'ils ont très peu été en contact avec l'extérieur. Ouais. Donc, par exemple, ils ont leur propre langue. Et dans la vallée, qui n'est pas une très grande vallée, qui fait une dizaine de kilomètres de long, peut-être 100 km, 200 km, je ne sais pas, il y a plusieurs peuples. Il n'y a pas que les Wari. Il y a d'autres peuples qui parlent d'autres langues. Donc déjà, des fois, tu fais 5 km et tu vas passer donc, des Wari à un autre groupe qui va parler une autre langue. Ah, c'est fou. Ouais. Et donc, ils n'ont pas eu de sucre et ils n'ont pas eu de sel pendant très, très longtemps. Okay. Le sel, c'est un truc qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ok. L'huile, comme par exemple dans la cuisine pakistanaise, il peut y avoir beaucoup d'huile dans les dalles, dans ce genre de choses. C'est pas quelque chose qu'ils utilisaient au quotidien. Ils avaient de l'huile d'abricot. Donc en fait, j'ai l'impression que le fait qu'ils aient peu de produits à disposition, des bons produits, des produits naturels, ont fait que ça, évidemment, ils avaient une alimentation qui était très saine. Je suis hyper surpris. Vraiment, ça colle pas du tout avec les clichés qu'on peut se faire sur une bonne alimentation. Mais c'est en train de changer. Ça change très vite. Bah oui. Ça change très vite. Et d'ailleurs, maintenant, le secret de la longévité, ces personnes qui vivaient jusqu'à 120 ans, le fait qu'il y ait énormément de centenaires. Ça, t'en as vu, du coup ? Des centenaires ? Ouais, des centenaires, j'en ai vu. Notre voisin, Poupik, qui est d'ailleurs décédé depuis, mais il était centenaire. Et en fait, tous les jours, il était au jardin. Ce qui en vient à mon deuxième point, qui est l'activité physique. Ouais. Les Wari, dans la montagne, ils sont occupés du matin au soir. Et Poupik, qui avait plus de 100 ans, il était occupé du matin au soir. C'est-à-dire que nous, on était encore en train de faire la grasse matinée, qu'on le voyait déjà sur le toit de sa maison, en train de tresser des paniers, en train de désherber son jardin. Ilyes, il allait ramasser des pommes de terre avec lui. Poupik, il était toujours derrière Ilyes à lui dire qu'il faisait pas assez, parce que même lui, qui est un grand-père, faisait plus. Et ils marchent beaucoup. Ils font tout en marchant à une altitude de 2500 mètres. Donc en fait, t'as un très très bon cardio. Ah ouais. Le secret, c'est que les doyens ne s'arrêtent pas. Ils se posent pas dans le canapé, c'est tu travailles, tu dors, tu te réveilles, tu travailles. Tu as répondu un petit peu à ma prochaine question qui était, tu sais, il y a vivre longtemps et bien vivre longtemps. Tu vois, ça, dans quel état en fait t'es quand t'as 100 ans, t'es dans quel état physique ? Là, j'ai l'impression qu'ils étaient en très bon état, quoi. Genre, s'ils sont capables de faire autant d'activités physiques. Ouais. Alors, bien sûr, maintenant, je veux quand même apporter une nuance parce qu'il y a par exemple, avant, il n'y avait jamais eu de cas de cancer dans la vallée pendant très, 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 très longtemps. Maintenant, il y a les premiers cas de cancer qui sont arrivés. Il y a des maladies qui se développent qui n'étaient pas là avant. Mais pendant très longtemps, ils n'avaient pas toutes ces maladies. Attends. Après, il n'y avait pas non plus de...
c'est à prendre avec des pincettes parce Ouais. que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, est-ce que quelqu'un, si ça se Oui, trouve, un bien jour a eu sûr. un cancer et juste personne ne savait ce que c'était Oui, et n'a bien pas sûr, été ouais. diagnostiqué, c'est possible aussi. Oui, oui. Mais ils ont quand même, et en fait, ils travaillent dur avec l'air de la montagne, avec l'altitude, et ils font de l'activité physique. Et d'ailleurs, on a fait un deuxième reportage après parce qu'il y a 5 zones avec une longévité plus Oui, élevée sur la les zones planète. bleues. Bah oui, ouais, Ouais. on a entendu parler. Ouais. Et nous, on est allé dans une... Parce que la vallée de Hunza n'est pas considérée comme... mais parce que pour moi, ce concept de zone bleue, en fait, a été inventé par un Américain qui a un peu choisi 5 endroits en Ouais. se disant, voilà, il y en a que 5 et c'était un bon coup marketing. Ouais. Mais pour moi, il y en a d'autres, juste, il n'y est pas allé parce que c'était des pays où... Voilà, il n'est pas allé au Pakistan, par exemple. Ouais, il est bien allé sûr, dans des ouais. pays qui l'arrangeaient un petit peu. Moi, je suis allé dans l'une de ces zones, il me semble qu'Okinawa Oui. est une de ces zones. Ouais. Donc j'y suis allé et tout, et j'avoue, ça m'a pas marqué particulièrement. Bon, après, est-ce que j'ai vraiment passé du temps avec des locaux d'Okinawa? Peut-être pas. Mais ouais, c'est assez marrant ce choix de zone bleue, tu vois. Ouais. Et surtout, tu vois, est-ce que Okinawa, c'est vraiment, en termes de longévité, plus vieux que le reste du Japon? Je sais pas, tu vois. Bah, Mais en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué, c'est, je pense qu'il y en a plein des zones comme ça, et souvent, c'est les mêmes choses qui reviennent. Quand on était à Ikaria, qui est une autre zone, ouais, c'était très différent. C'était au bord de la Méditerranée, c'était une île, et pourtant, il y avait beaucoup de choses dans leur quotidien qui nous rappelaient que c'était assez similaire finalement. Donc, il y avait une bonne alimentation, il y avait l'activité, il y avait la foi. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose. Ils oui. entretiennent leur spiritualité. Ouais. Il y a quand même quelque chose là-dessus. Et pour moi, le facteur peut-être le plus important, ça va être la solidarité. Il y Ouais, a ce que toujours j'allais te dire. un gros Ouais. sens de la communauté, de l'entraide. Ouais. T'es pas seul comme tu peux être seul aujourd'hui Ouais. dans une grande ville, À Paris, par exemple. par exemple. Mais c'est vrai que l'une des études les plus longues du monde, ou peut-être la plus longue du monde, c'est une étude de Harvard sur 70 ans, je crois, ou 80 ans, qui étudie la longévité. Ce qui ressort, c'est vraiment ce truc de la communauté, quoi. De ne pas être seul. En fait, ce qui tue le plus, c'est l'isolement, c'est la solitude. C'est ça qui tue le plus. Et je pense que c'est pour ça que moi, après, je suis tombée amoureuse. Parce que là, je disais que j'ai détesté. Mais il y a quand même un moment où j'ai fait le changement, où je me suis dit, mais je suis au paradis. Il y a des rivières qui coulent, d'autres sources transparentes, il y a des arbres Ah ouais, partout. t'es passé vraiment de... Ah, je suis au Mordor à la Comté, quoi. C'était fou parce que j'étais à la maison et je pense Ilyes et Temour à ce moment-là bougeaient beaucoup, faisaient des trucs. Moi, je restais, je travaillais beaucoup. Et à un moment, je suis allée partir faire des courses à l'épicerie pour faire quelque chose. Je suis sortie et là, je me suis dit, mais c'était là sous mes yeux depuis tout ce temps-là. Ouais. Et je ne l'avais pas vu. Et c'est incroyable. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, je pense que ça m'a mis plus de temps, mais j'ai compris la beauté de la montagne. J'ai compris qu'elle était dure, j'ai compris qu'elle pouvait être meurtrière, parce que pendant qu'on était dans le village, il y a des histoires qui sont passées de personnes qui sont mortes pendant un éboulement ou tombées dans un ravin. C'est dur. Ah, pendant que vous étiez... Ah ouais, Mais en même temps... Ah ouais, c'est dur. Ouais, bah oui, c'est dur. La vie est dure. Et il y a des drames, et c'est dur. Mais il y a vraiment une très très belle beauté. Et la beauté, elle passe par les gens, évidemment, parce que... Ah ouais, mais c'est-à-dire que genre, tu peux arriver le matin et dire, bah, il est où Michel? Ah, Michel, il est parti hier soir, et promenade, ravin, voilà. Bah, Puis ouais. de Michel. Waouh, le choc. C'est ce qui s'est passé avec... c'était un oncle, d'ailleurs, de notre voisin, qui, en fait, était assez âgé. Je pense il était peut-être pas centenaire, mais il était âgé. Et tous les jours, il marchait, je pense, 20 km pour aller sur la Karakoram Highway, faire une petite balade, regarder la montagne et revenir. Quand je te dis ils sont actifs, c'est ils sont actifs. Et en fait, il y allait tous les jours. Et ce jour-là, il s'est posé sur la rambarde de sécurité de l'autoroute, enfin de la route. Et en fait, je pense, peut-être un moment d'inattention ou quoi, il est tombé dans le ravin et le temps que des gens le voient, il était déjà décédé. C'est ce genre d'histoire qui arrive parce qu'en fait, t'as pas le droit à ces inattentions dans la montagne. Il faut être précautionneux, il faut faire attention. T'as pas le droit à l'erreur. Et c'est la même chose, tu vois, quand je te dis, il faut courir sur les éboulements ou il faut faire attention aux glaciers, par exemple. Nous, on nous avait vraiment mis en garde sur les glaciers parce que tu peux marcher sur un glacier, avoir l'impression de connaître le chemin et en fait te retrouver totalement perdu dans un glacier. Incroyable. Incroyable. Le retour s'est bien passé? Le retour, non. Ce sera une autre histoire, ça j'imagine, mais le retour, moi je me souviens plus trop parce qu'en fait je suis tombée malade, très très malade, et on devait vraiment repartir, mais il y a eu un éboulement, encore une fois sur la route, et cette fois-ci la route a été bloquée une semaine.
Ok, qui a décalé notre départ. Et après, finalement, on a pris la route. Sauf que vu que tout le monde a pris la route au même moment, il y avait une pénurie d'essence. Donc tout le monde s'est retrouvé bloqué dans un village au même moment, je crois, pendant plusieurs jours. Mais moi, pendant ce temps-là, je comatais. Mais je me quel souviens. enfer. Parce que Ilyes m'a dit, mais tu sais qu'on était resté plusieurs jours dans ce village. Et j'étais persuadée qu'on était resté une journée. Donc, Ah ouais, Et on a fini par arriver à Islamabad. Ouais. ok. Waouh. C'est marrant, je rebondis sur un truc que tu as dit où quand tu es sorti de l'épicerie, tu t'es dit, mais en fait, je suis au paradis, tu sais, dans la vallée. C'est marrant parce que c'est vraiment. Ça rappelle à quel point entre l'enfer et le paradis, souvent c'est juste notre perception, tu vois, et comment en fait notre perception d'un même environnement, d'une même action, d'une même chose peut changer du tout au tout, et que souvent dans la vie t'as pas de pouvoir sur cet environnement ou sur les choses ou les gens, mais t'en as sur ta perception, et c'est un peu le message du stoïcisme. Voilà, une petite aparté philo pour celles et ceux qui kiffent ça, voilà. T'as réussi à mettre des mots sur quelque chose que j'ai ressenti, ouais. Et je pense que c'est une bonne leçon en général en voyage, dans tous les cas, ou même dans la vie de tous les jours, que quand tu peux rien y faire, la façon dont tu vois les choses. Et d'ailleurs, nous, avec ce projet de documentaire et de chaîne YouTube, on a décidé de montrer le beau. On nous le reproche parfois. On montre un pays et on va montrer qu'une facette. Évidemment, par exemple, au Pakistan, il se passe des choses terribles, comme en Iran, il se passe des choses terribles dans tous les pays du monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer le beau, c'est de montrer l'humain, c'est de montrer ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et en fait, tout ça, c'est une question de perception. Bien sûr. Et puis, en vrai, si vous voulez voir du moche, il y a du contenu qui existe. Voilà. Il y a de quoi faire, vraiment. Il faut regarder la télé. Nous, franchement, ça, donc, ou tu vois, ou la presse de manière générale, les reporters qui font un travail formidable, et un travail important dont on a besoin, etc. Mais je pense que ça fait pas de mal d'avoir aussi du contenu où en fait on se focalise sur autre chose, tu vois. Oui. Et puis les gens en souffrent en plus. Les gens qui sont dans ces pays-là, qui sont très très stéréotypés, les Pakistanais, ils en ont marre qu'on voit leur pays comme un pays en guerre depuis des années, alors que pas du tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette histoire qui nous a fait voyager, qui à la fois c'était flippant, ça faisait peur à des moments et tout, et puis ça termine dans un petit coin de paradis, quoi. C'était assez zinzin pour toi. Ouais, grave. Merci. Et j'imagine qu'il y en a plein d'autres dans le livre. Oui, ce livre, il retrace 2 ans de voyage, même un peu plus, de l'Iran jusqu'au Pakistan. Et c'est un carnet de route avec les photographies d'Ilyes et des cartes. Et en effet, il y a toutes nos histoires, tout ce qu'on n'a pas le temps de dire sur YouTube et qu'on aimerait développer, tout est là-dedans. Trop bien, il y a de trop belles photos aussi. Ouais, ça, c'est à Bandar Abbas, je ne sais pas si tu vois. Non, je vois pas du tout. En Iran ? Oui. Dis donc. C'est bien, on va pouvoir te montrer des choses. Ouais, je connaissais pas du tout. Mais donc, Terre de lumière sur la route du Cachemire, aux éditions EPA. Ouais. Ok, je connaissais pas. C'est Hachette, mais en fait, c'est la partie beau livre de Hachette. Ok. Trop stylé. Je suis très contente que tu l'aies. J'espère qu'il te plaira. Il me plaît déjà. Merci beaucoup pour ton histoire. Et à plus du coup sur YouTube. Oui, à très bientôt et merci à toi. Ciao. On a vu dans le podcast des moments de galère, des moments difficiles, mais là, je vous parlais de moments de plaisir avec Lelo. Lelo, c'est une marque d'accessoires intimes haut de gamme que j'adore. C'est de qualité, c'est design, c'est durable, c'est garanti 10 ans. Donc franchement, on peut y aller les yeux fermés. C'est une marque qui accompagne vos masturbations, que ce soit en couple ou en solo. Je vous montre un exemple avec pourquoi pas le F1S. Alors le F1S, vous pouvez mettre votre pénis à l'intérieur et ça n'a pas pour but de simuler une fellation ou une pénétration, puisqu'on va avoir une onde sonique sur tout le sexe. C'est un régal. Vous avez vu, c'est design, c'est bien fait, c'est connecté avec une app et tout. Franchement, c'est nickel. Un autre produit qu'ils ont et que j'adore, c'est leur préservatif. D'ailleurs, au passage, il y a une étude de l'INSERM qui est sortie sur la sexualité des Français. Et en 2023, il y a 75,2% des femmes et 84,5% des hommes qui utilisent un préservatif lors de leur premier rapport sexuel. C'est bien, mais à moins que les 25% restants aient fait des tests mutuels, soient en confiance ou aient fait le point sur les méthodes contraceptives et leur volonté d'avoir des enfants, ça me semble quand même un petit peu faible. Là, franchement, avec ces préservatifs, il n'y a plus d'excuses. Perso, je les ai découverts il y a quelques années. Et franchement, ça change la donne, quoi.
Je les trouve vraiment trop bien, que ce soit ceux-là, les blancs, enfin, vous allez voir, ils ont plusieurs gammes. Mais les Lelo X, voilà, sont valeur sûre. Je vous ai parlé que de 2 produits, mais il y en a plein sur leur site. Donc vraiment, allez checker. Surtout qu'avec le code Cyrus15, vous avez 15% sur tout le site. Et surtout, c'est cumulable avec les promos en cours. Encore une fois, c'est une marque que j'adore. Vous pouvez faire confiance dans leurs produits. Et voilà, et ça fait plaisir de collaborer avec des marques comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de Zinzin. Love, peace, ciao. Et n'oubliez pas, il y a d'autres épisodes de Zinzin. Tout est dans la description.